Dans cette vidéo, on va résoudre les 7 énigmes dont la solution m'a été le plus demandée. Je te préviens, les énigmes sont classées par ordre croissant de difficulté et vers la fin, elles commencent à devenir hard. Allez, on y va. L'énigme du loup, de la chèvre et du chou. C'est une énigme classique qui date du 9e siècle. Un fermier va au marché et achète un loup, une chèvre et un chou. Pour rentrer chez lui, le fermier doit traverser une rivière avec une barque. Le problème est que la barque ne peut contenir que le fermier et un seul de ses achats. Soit le loup, soit la chèvre, soit le chou. S'il laisse le loup sans surveillance avec la chèvre, le loup mangera la chèvre. S'il laisse la chèvre sans surveillance avec le chou, la chèvre mangera le chou. Peux-tu aider le fermier à passer de l'autre côté de la rivière avec ses 3 achats intacts? Tu l'as bien compris, dans notre solution, ce qu'il faut surtout pas qu'on fasse, c'est qu'on laisse seul la chèvre et le loup, ou bien la chèvre et le chou. Alors le fermier doit d'abord emmener la chèvre de l'autre côté de la rive, puis revenir et prendre le chou. Une fois arrivé de l'autre côté de la rive, il doit déposer le chou et reprendre la chèvre avec lui. Puis il dépose la chèvre et prend le loup. Une fois arrivé de l'autre côté de la rive, il doit déposer le loup et finalement, il va récupérer la chèvre. Félicitations, on a résolu l'énigme. Ce genre de problèmes sont appelés des problèmes de passage de rivière. Ils sont très utiles en informatique pour les algorithmes. D'ailleurs, il existe pas mal de variations de cette énigme. Par exemple, l'énigme du lombric, de la sauterelle et du mille-pattes. Un lombric de 50 grammes, un mille-pattes de 30 grammes et une sauterelle de 20 grammes veulent traverser une rivière. Ils ont à leur disposition une feuille d'arbre qui peut porter au maximum que 60 grammes. Comment peuvent-ils faire? Si tu as la réponse, dis-le nous. J'épinglerai la réponse de celui qui trouvera en premier. L'énigme du jeu truqué. Quand j'étais petit, j'étais super inventif pour tricher à toutes sortes de jeux. Uno, Monopoly, cartes Yu-Gi-Oh! Mais c'était toujours des méthodes de gros bourrin où j'avais des cartes planquées dans mes poches. Là, on va voir une technique de maths subtile pour tricher à un jeu. Allez, je te rappelle l'énoncé. Comment gagner au jeu de société? À coup sûr, beaucoup de jeux peuvent être craqués avec des maths ou un peu d'informatique. Je te montre un exemple. Tu as 2 joueurs qui placent des pièces rondes de taille égale sur une table ronde. Les pièces ne peuvent pas être superposées et doivent être en contact complet avec la table. Le premier joueur qui n'a plus d'espace pour poser sa pièce a perdu. Est-ce qu'il vaut mieux jouer en premier et est-ce qu'il y a une stratégie gagnante? Vas-y, on joue ensemble. Je commence et je mets la pièce au centre de la table. À ton tour. C'est pas un hasard si la table est ronde. Ici, c'est pas comme avec le roi Arthur qui voulait que tous ses chevaliers se sentent égaux autour de la table ronde. Non, ici la table elle est ronde parce que ça nous permet de développer une stratégie gagnante qui exploite la symétrie centrale de la table. Voici la strat. Le premier joueur place sa pièce pile au centre de la table. Puis, à chaque fois que le second joueur place une pièce, le premier joueur peut répliquer en plaçant sa pièce dans la position exactement symétrique. Cette stratégie force le second joueur à explorer une nouvelle zone de la table, alors que le premier joueur est garanti de trouver la place symétrique libre. Ce sera donc le second joueur qui finira par ne plus trouver de place en premier et perdra. Voilà, on a résolu l'énigme. Si t'aimes l'intersection entre les maths et la stratégie, dis-toi que t'es tombé sur la bonne chaîne YouTube. Je vais faire plein de masterclass là-dessus. L'énigme du nez violet. Fais gaffe, le niveau commence à monter d'un cran. Je te rappelle l'énoncé. Un virus se répand un jour dans un village et rend le nez de certains villageois violet. Les villageois ne savent pas combien ont été touchés, mais ils savent qu'il y a au moins une victime. Ils ne peuvent pas voir leur propre nez, mais ils peuvent voir le nez des autres. Si un villageois voit que tu as un nez violet, il te le dira pas pour pas te culpabiliser. Parce qu'un villageois qui comprend que son nez est violet quittera le village dans la nuit par honte de sa différence. La première nuit, aucun villageois ne part, ni la deuxième nuit. D'ailleurs, pendant une semaine, aucun villageois ne part. Mais la 7e nuit, tous les villageois qui avaient le nez violet partent. Combien y avait-il de villageois contaminés? Perso, un nez violet dans mon village, ça me gêne pas. Par contre, s'il y a un nez rond, là je pars en courant. C'est une blague pour les historiens. Néron était un empereur romain réputé pour sa cruauté. Nez violet, nez rond. Je vais te faire un peu plus les chutes de mes fins de vidéo. On a vu à quel point, lors d'une épidémie, les gens peuvent devenir irrationnels, pour pas dire totalement barjots. Nous, on va garder la tête froide et résoudre l'énigme avec rigueur, logique et style. S'il n'y avait qu'un seul villageois au nez violet, il verrait aucun autre villageois au nez violet dans le village. Et pourtant, il saurait qu'il y a au moins un villageois au nez violet. Donc, il en conclurait que c'est lui, le villageois au nez violet, et quitterait le village la première nuit. Comme il se passe rien la première nuit, ça veut dire qu'il y a au moins 2 villageois
qui ont le nez violet. Donc le deuxième jour, les villageois ont conscience qu'il y a au moins 2 nez violets. Et le deuxième jour, si un villageois ne voit qu'un seul autre nez violet dans tout le village, ça veut dire que c'est lui le second nez violet. Comme il ne se passe rien la seconde nuit, ça veut dire qu'il y a au moins 3 villageois qui ont le nez violet dans le village. Et le même raisonnement se poursuit jusqu'au 7e jour. Finalement, on en déduit qu'il y a 7 villageois qui ont le nez violet. Voilà, l'énigme est résolue. Au fait, j'en profite pour vous dire que s'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas dans mes explications, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je répondrai à toutes les questions et je vous donnerai plus de détails si besoin. L'énigme des naissances de garçons. Cette énigme est ma préférée et elle est ultra contre-intuitive. Je te laisse la découvrir. Scientifiquement, c'est mieux d'avoir une fille ou un garçon comme premier enfant. Beaucoup ont une préférence même s'ils n'osent pas se l'avouer. Supposons que tu vis dans un pays où tout le monde veut un garçon et que chaque famille continue à faire un enfant jusqu'à ce qu'ils aient un garçon. Mais une fois qu'ils ont eu leur premier garçon, ils arrêtent de se reproduire. Peux-tu deviner la proportion homme-femme dans ce pays après un certain temps? En France, il y a 51,7% de femmes. Donc 2 millions plus de femmes que d'hommes. Et j'arrive quand même à rester célibataire. Merde! Alors, supposons qu'il y a 80 couples. T'as une chance sur 2 d'avoir une fille et une chance sur 2 d'avoir un garçon. Donc, parmi les 80 couples, tu auras en moyenne 40 filles et 40 garçons. Ceux qui ont eu un garçon arrêtent de se reproduire, ceux qui ont eu une fille continuent. Puis, parmi les 20 couples restants, tu auras en moyenne 20 filles et 20 garçons. Ceux qui ont eu un garçon arrêtent de se reproduire et ceux qui ont une fille continuent. Enfin, parmi les 20 couples restants, tu auras 10 filles et 10 garçons. Ainsi de suite. Et tu t'aperçois que si tu additionnes le nombre de garçons, tu trouves 70. Si tu additionnes le nombre de filles, tu trouves 70. Donc on voit, et c'est contre-intuitif, qu'en moyenne, le nombre de garçons et de filles est le même. Voilà, on a résolu l'énigme. Et toi, tu préfères avoir un garçon ou une fille? Perso, j'aimerais avoir des jumeaux. Un garçon, une fille. Mais des jumeaux sages, hein, pas des farceurs comme les Weasley. Sinon, ça va barder. L'énigme des salaires. Comment deviner le salaire d'un de tes amis? Il y a des sujets sensibles. Le salaire, l'âge ou le nombre de partenaires sexuels. Imagine que tu es avec 2 amis. Personne ne veut divulguer son salaire. Mais vous aimeriez au moins connaître la moyenne de vos salaires. Comment faire? Sachant que tu ne peux pas utiliser d'aide externe. Je ne comprends pas le stigma sur l'argent. Perso, je gagne. Cette énigme repose sur un domaine qu'on appelle la cryptologie. La cryptologie est utilisée pour rendre secret des messages. L'exemple le plus connu est le code de César. Lors de ses batailles, l'empereur romain Jules César cryptait ses messages qu'il envoyait à ses généraux. Sa méthode de codage consistait à décaler les lettres de 3 rangs vers la droite dans l'alphabet. Comme ça, si le message tombait entre les mains ennemies, il ne pouvait pas le lire. Alors, la première personne va choisir un nombre X. Ça sera la clé de cryptage. Elle va ajouter X à son salaire S1. Puis, elle dit le résultat de la somme X plus S1 dans l'oreille de la deuxième personne. Ensuite, la deuxième personne va ajouter son salaire S2 et va dire la somme X plus S1 plus S2 dans l'oreille de la troisième personne. Ensuite, la troisième personne ajoute son salaire S3 et donne la somme X plus S1 plus S2 plus S3 à la troisième personne. Finalement, la première personne soustrait la clé de cryptage X qu'elle avait introduite au début, qu'elle est la seule à connaître, et elle peut alors annoncer à voix haute le salaire moyen des 3 amis, S1 plus S2 plus S3 divisé par 3. Je m'attarde sur une suggestion de Homer Times que j'ai vue dans les commentaires. Il n'a pas trouvé la solution exacte, par contre, il n'est pas resté bloqué et il a suggéré de donner un intervalle cohérent pour les valeurs possibles des salaires. Une fourchette. Très souvent, dans le monde scientifique ou même dans la vie réelle, on ne peut pas donner de solution exacte à un problème donné et on doit avoir recours à des estimations et des approximations. Je ferai une vidéo détaillée sur l'importance et l'utilité de ce genre d'approximations qui vous serviront tous les jours dans la vraie vie. Allez, on passe à la prochaine énigme. L'énigme des tigres et de l'antilope. Comment survivre face à un prédateur en utilisant les maths? Imagine des tigres qui aperçoivent une antilope. Si un tigre mange une antilope, il s'endort immédiatement. Mais si un tigre s'endort, il devient une proie pour les autres tigres et peut être mangé à son tour. Sachant qu'un tigre mange seulement si ça ne met pas sa vie en danger, est-ce que l'antilope peut continuer à gambader tranquillement dans la savane? Voilà, je te laisse et je retourne dans cette jungle digitale qu'on appelle les réseaux sociaux. Il y a pas mal de gens qui se sont embrouillés sur cette énigme, mais on va voir qu'elle n'est pas si terrible que ça. Une technique ultra utile pour résoudre un problème qui te bloque est d'étudier un cas particulier de ce problème. Donc ici, au lieu d'attaquer le problème de manière générale avec N tigres, on va voir ce qui se passe s'il y a un seul tigre. S'il y a un seul tigre,
il peut manger l'antilope et s'endormir sans risque, puisqu'il n'y aura pas d'autres tigres pour venir le manger à son tour. On dit que le système à un tigre est instable parce que la proie, elle se fait manger. Maintenant, suppose qu'il y a 2 tigres. Si un tigre mange l'antilope, il s'endort et devient la proie dans un système où il ne reste plus qu'un seul tigre. Et on a vu juste avant que dans un système à un tigre, la proie se fait manger à coup sûr. Les tigres le comprennent et donc ne prennent pas de risque de manger l'antilope. Donc, dans le système à 2 tigres, il n'y a pas de risque pour la proie. On dit que le système à 2 tigres est stable. Le nombre de prédateurs et de proies ne bouge pas. Imaginons qu'il y a 3 tigres. Qu'est pas ça? Les tigres ont vu ma vidéo. Oui. D'ailleurs, ils ont lâché un like. Je dis ça, je dis rien. Donc, ils savent que dans un système à 2 tigres, la proie n'est pas en danger. Donc, le plus rapide des tigres peut manger l'antilope. Il s'endort, mais devient la proie dans un système à 2 tigres. Mais dans un système à 2 tigres, on a vu que le système est stable. Pas de danger pour la proie. Enfin, supposons qu'il y a 4 tigres. Les tigres savent que le système à 3 tigres est instable. C'est-à-dire que la proie peut être mangée. Donc, aucun tigre ne prend le risque de manger l'antilope parce qu'il va s'endormir et devenir la proie dans un système à 3 tigres, où il est sûr de se faire bouffer. Le système à 4 tigres est donc stable. En résumé, dans le cas où il y a 1 tigre ou 3 tigres, le système est instable. La proie se fait bouffer. Dans le cas où il y a 2 ou 4 tigres, le système est stable. La proie peut gambader tranquillement. On voit donc que s'il y a un nombre pair de tigres, on est dans un système stable, l'antilope ne se fait pas manger. Mais s'il y a un nombre impair de tigres, on est dans un système instable et l'antilope se fait manger par le plus rapide des tigres. Allez, on prend un peu d'énergie. Contrairement au tigre, on ne s'endort pas et on passe à la dernière énigme. L'énigme des aiguilles d'une montre. Bon, alors là... ça commence à chauffer. Et il y a du calcul. Voici l'énoncé. Sans regarder ta montre, quel est le degré de l'angle entre l'aiguille des minutes et l'aiguille des heures à 15h15? Attention, il y a un piège et tout le monde tombe dedans. Si tu as répondu que l'angle est de 0 degré, tu t'es trompé. Parce que quand l'aiguille des minutes avance, l'aiguille des heures avance aussi. Donc on est dans la situation 2 et pas la situation 1. En fait, un cadran est divisé en 12 heures et un cercle fait 360 degrés. Donc le degré entre chaque heure est de 360 divisé par 12, soit 30 degrés. Lorsque la grande aiguille a fait un quart du cadran, la petite aiguille a parcouru un quart de 30 degrés, soit 7,5 degrés. On en conclut que le degré de l'angle entre l'aiguille des minutes et l'aiguille des heures à 15h15 est de 7,5 degrés. Bravo, on a résolu l'énigme. Pour les plus forts, il y a une version plus dure de cette énigme. Sachant qu'à minuit, les aiguilles sont parfaitement alignées, c'est-à-dire que l'angle entre l'aiguille des heures et l'aiguille des minutes vaut 0, quelle heure sera-t-il la prochaine fois qu'elles s'aligneront parfaitement? Au départ, les aiguilles sont alignées à 12 heures. Mais en 12 heures, l'aiguille des minutes aura fait 12 tours, alors que celle des heures aura fait un seul tour. Donc, pendant ces 12 tours, les aiguilles vont se rencontrer 11 fois. On peut le vérifier. Ici, de 12 heures à 13 heures, elles ne se croisent pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Faut aussi voir qu'à chaque fois que les aiguilles sont exactement alignées, le temps d'attente avant le prochain chevauchement est toujours le même. Ça veut dire que le temps entre un croisement ici et un croisement ici et ici sera toujours le même. Ça, c'est parce qu'un cercle est symétrique par rotation. C'est une de ses propriétés. On va noter delta, le temps d'attente entre deux croisements. Un tour vaut 12 heures. Mais un tour vaut aussi 11 fois le temps d'attente delta. Donc 12 heures d'attente est égal à 12 fois delta heures d'attente. 11 fois delta est égal à 12. Delta est égal à 12 divisé par 11. Pfiou, ça va, on s'accroche. Il y a une variante plus facile de cet énoncé. Mais je t'ai donné la version A parce que je sais que tu as un PGM. Et aussi parce que je suis un sadique. En 12 heures, combien d'angles droits les aiguilles des minutes et les aiguilles des heures vont-elles faire? Alors on a vu que les aiguilles se rencontrent 11 fois. Et il y aura un angle droit avant et après chaque alignement. Donc 2 fois 11 est égal à 22 angles droits. Bon, c'est trop facile, vous devenez trop fort là. Au fait, c'est possible qu'il y ait d'autres façons de résoudre les énigmes. Par exemple, Eric nous a trouvé une approche ultra astucieuse de chimiste, plutôt que de matheux, pour résoudre l'énigme de l'aveugle aux pilules rouges et bleues. Donc si tu as d'autres solutions que celles que j'ai proposées, n'hésite pas à les partager dans les commentaires. Ça m'intéresse. Allez, à plus!